Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Goma au mai des rebelles. Réunion d'urgence entre les dirigeants de l'Afrique de l'Est. Les dirigeants de l'Afrique de l'Est se réunissent d'urgence dans les 48 heures à partir de ce lundi. Réunion d'urgence également au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Et pour cause, la ville de Goma est aux mains des rebelles. Cette capitale du Sud Kivu en République démocratique du Congo est désormais contrôlée par les rebelles du M23 et leurs alliés du front de l'Alliance du fleuve Congo AFC. Leur ambition, arriver jusqu'à conquérir Kinshasa, la capitale, à l'autre bout de la RDC, à l'ouest donc du pays. Que faut-il faire? Quelle réaction faut-il apporter à une telle situation dans l'est de la République démocratique du Congo? Les dirigeants de l'Afrique de l'Est vont se réunir d'urgence dans les 48 heures qui viennent. C'est ce qu'a annoncé le président kenyan qui, tôt ce matin, a annoncé justement cette rencontre, peut-être pour décider de la conduite à tenir face à l'avancée du groupe rebelle M23 et surtout de ses alliés. Oui, la menace a pris une autre tournure et visiblement inquiète et donne plus ou moins raison aujourd'hui au chef d'État Félix Tshisekedi, qui avait appelé à une mobilisation internationale, donc appelant la communauté internationale à une proaction en ce qui concerne cette menace existentielle déjà depuis pratiquement, en tout cas des mois durant. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour certains d'ailleurs même, ils vont jusqu'à dire que on va vers une scission de la RDC, puisque après tant de négociations sur un certain nombre de facteurs qui pouvaient mettre fin ou en tout cas mettre fin à cette crise-là, la RDC est toujours sous menace du M23 qui continue par avancer, faire des avancées de géants, des pas de géants, et arrive aujourd'hui à conquérir une très grande ville stratégique qui est considérée comme la capitale de l'Est de la RDC. Cela suscite l'indignation et une crainte de par le monde, puisque beaucoup n'avaient pas pris au début cette crise-là au sérieux, puisque on parle d'un pays qui soutient des mouvements rebelles, notamment la RDC et le Kigali, qui soutient ces groupes rebelles-là, et Kigali continue pas à nier. Or, on constate qu'il y a des preuves factuelles qui permettent de mettre en cause Kigali. Mais je pense que nous allons toujours revenir sur cet aspect de la chose qui obligeait, moi je l'ai toujours dit, que Félix Tshisekedi lui-même, c'est vrai que ayant pris très tôt, et il a fait beaucoup de pas également pour la réconciliation. Vous savez, c'est lui qui a fait le premier pas pour rencontrer Kagame sur, en tout cas, le dénouement de cette crise-là. Mais après tout, étant donné que ces rebelles continuent par avancer, mais justement, on a constaté que Kigali continuait pas à soutenir ces rebelles-là. Il a dû quand même mettre fin et d'avoir une ligne assez frontale avec son homologue du Rwanda. Mais en réalité, ces réunions d'urgence, c'est vrai que, étant donné que le mal est déjà fait, parce que quelque part, lorsque vous entamez une négociation, c'est justement avoir des preuves et des facteurs qui puissent donc vous permettre de peser lourd dans les décisions à prendre. Mais aujourd'hui, nous voyons que le M23, puisque nous parlons également des ressources, c'est vrai que des visées expansionnistes attribuées à Kigali motiveraient en tout cas ce soutien du M23 qui continue pas à faire des pas de géant. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, le M23 avec son soutien, le Rwanda, ont des racines assez profondes qui permettent en réalité de toujours maintenir leur ligne frontale. Parce que on parle... lorsque certains diplomates ou parlent de la scission de la RDC, c'est justement peut-être ce dont l'agenda caché du groupe M23 et de ses soutiens. Puisqu'aujourd'hui qu'ils ont pris pratiquement une capitale, ils peuvent véritablement donc ériger des frontières qui puissent donc leur permettre de pouvoir résister dans le temps. Puisqu'en réalité, c'est ce dont on doit refuser. Mais malheureusement, on a laissé cette crise-là avancer. Normalement, ces réunions d'urgence-là, on devait les prendre en aval, faisant en sorte que cette mobilisation internationale devait même aller plus loin
en faisant en sorte qu'on mette des barrières pour que le M23 ne puisse pas avancer et prendre des villes successives et arriver donc à la capitale. Lorsque vous prenez la capitale, ça voudrait dire quand même que l'objectif total est atteint. Peut-être l'objectif est atteint, mais pas total, parce que quelque part, si malgré les appels, il y a toujours des subterfuges qui permettent au M23 de pouvoir toujours engranger des soutiens même au sein des forces régulières de la RDC. Je pense que ça voudrait dire quelque part que la stratégie mise en place connaît des failles ou ne semble pas être efficace. Si c'était efficace, on n'allait pas voir des soldats qui quittent pratiquement des lignes de front pour permettre au M23 d'avancer sans même résistance. Puisque c'est ce qui est constaté aujourd'hui. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui on nous a dit qu'il y a eu des rafales qui ont été signalés aux alentours de la capitale. Mais au-delà de ça, ça voudrait dire quelque part que, puisqu'on ne nous a pas parlé, en tout cas, des morts constatés. Donc ça voudrait dire quelque part que les forces régulières ont cédé des pans entiers donc de la résistance pour permettre au M23 d'avancer jusqu'à Goma aujourd'hui. Donc la grande question qui se pose, est-ce qu'il faudrait-il toujours rester? Puisque la question, c'est vrai, la communauté internationale s'est réunie, mais le grand problème résiste au niveau de la RDC qui doit prendre d'autres décisions pour parer au plus pressant et faire en sorte que les discussions puissent être menées. Donc, je disais, est-ce qu'il faudrait toujours rester dans cette ligne-là, faisant en sorte qu'on ne veut pas discuter avec le M23 qui va commencer déjà par mettre en place des institutions pour gouverner pratiquement un pas important de la RDC, étant donné, comme je le disais tantôt, ils ont aujourd'hui des racines assez profondes pour peser lourd dans les discussions. Puisque quelque part, est-ce que le but c'était quand même pour avoir, en tout cas, Goma et tout ce qui va avec l'Est, puisque la population commence par se déplacer. C'est tel qu'aujourd'hui la population commence par faire, en tout cas, lien, ou commence par être de mèche avec le M23 et les dirigeants à mettre en place, puisque quelque part, pas de la capitale, la population, par ça, vous avez dit, les institutions mises en place également sont effritées. Quelque part, lorsque nous n'avons plus, on parle de la proximité de l'État, qui fait dire que véritablement l'État contrôle en réalité les pans de la population, le pan, les portions du territoire, à partir du moment où l'administration n'est plus là. Ça veut dire quelque part que vous perdez pratiquement la portion du territoire qu'on n'a pas vu venir. Kokuvia Baili Abassa, les rebelles du M23 et leurs alliés progressent dans le sud Kivu. Après plusieurs villes stratégiques du nord Kivu, le sud Kivu maintenant, qu'ils occupent avec la prise de Goma ce lundi, des populations qui fuient leur localité pour trouver peut-être refuge dans les provinces voisines. L'objectif de ces rebelles, c'est de conquérir Kinshasa, à l'autre bout de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, notamment à l'est du Congo, c'est un phénomène que je manque de mots pour qualifier. S'il faut parler du lacisme des dirigeants de ce monde qui veulent voir les gens mourir, il y a des déplacés, les gens se sont déplacés des millions dans cette localité. Il y a eu des millions de morts depuis comme on appelle, plus de 30 ans actuellement. M23, le mouvement du 23 mars qui a été créé, a plus de poids aujourd'hui que l'armée, c'est ce qu'on peut dire. Puisque ce groupe a été créé en 2012, ils avaient pris Goma. Et quelques jours après, une dizaine de jours, l'armée a réussi à les chasser. Ils se sont retirés dans les alentours de Goma. Ils ont été repoussés jusqu'à un moment donné. Ils étaient arrivés même à la frontière du Rwanda, où M23 n'avait plus vraiment de la force. Mais M23 a repris petit à petit, avec l'appui du Rwanda, à prendre une force beaucoup plus puissante que l'armée régulière du Congo. Au point où ils sont revenus en force, ils ont pris une grande partie du nord Kivu. Plusieurs populations ont quitté les fermes, tout ça là, pour se cacher au Congo, comment on appelle, à Goma, qui est la capitale provinciale. C'est 1 million de déplacés, plus 1 million de la population sur place. Ça fait déjà 2 millions. Ça causait déjà un problème de gestion des flux migratoires. Des flux migratoires, de la population elle-même. Les centres sanitaires sont débordés à tout moment. Ils n'ont pas vu venir, je peux dire, mais
les renseignements, les informations que nous avons eues, c'est que aux alentours de Goma, il y a 4 jours, il y avait des tirs des armes lourdes. Donc, c'est une façon d'avancer petit à petit vers Goma. Mais l'État central du Congo n'a pas... Et les casques bleus qui sont sur place, les forces, les forces alliées qui sont venues pour les appuyer, notamment les forces qui sont venues de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe. De l'Afrique australe, oui, pour appuyer cette équipe sur place, n'ont pas pu repousser M23 qui a réussi à prendre une grande part des quartiers de Goma ce matin. Jusqu'alors, nous sommes en train de parler, nous ne savons pas exactement là où ils sont arrivés, mais les informations que je viens d'avoir tout de suite, c'est que l'armée régulière, une grande partie de l'armée régulière qui, positionnée à Goma, a abandonné même les armes dans les mains des rebelles. Non, est-ce que dans les mains ils sont rendus, ils ont remis les armes aux forces onusiennes, je pense. Non, les forces onusiennes ont quitté cette base actuellement. Oui, bien sûr. Les forces onusiennes même ont abandonné cette base. Et vous voyez même les forces, les tanks, les porte-chars, même les chars même des forces des forces des Nations Unies qui sont attaqués, qui sont brûlés. En moins de 2 jours, il y a eu plusieurs soldats sud-africains, comment on appelle, qui sont venus pour appuyer le Congo, qui ont été tués. Mais au-delà, la population qui est en débandade aujourd'hui, les réfugiés, même les camps de réfugiés sont attaqués. Et les hôpitaux sont tellement pleins à craquer des malades. Où les médecins disent qu'ils sont débordés. On nous dit que les éléments de l'ONU ont trouvé quand même un moyen de pouvoir quitter la zone. Puisqu'il y a du couloir qui a été réservé pour eux. Et certains pays appellent déjà leurs ressortissants à quitter la zone si l'aéroport est toujours fonctionnel. Bien sûr. Et là, ils ont fermé la frontière avec le Rwanda en cette zone. Mais il y a du couloir quand même pour les gens de l'ONU à pouvoir quitter de cette zone. Mais je me demande, on se moque de qui? L'ONU a dit plusieurs fois que c'est le Rwanda qui a appuyé le M23 et qui continue toujours d'appuyer M23 pour attaquer Goma. Il y a 2 jours, on nous annonce que 3 à 4 000 soldats de l'armée régulière du Rwanda ont été mobilisés pour rejoindre le M23 pour pouvoir, comment on appelle, prendre Goma. Et même pire, les matières premières sont toujours vendues par le Rwanda. Alors qu'il y a certaines matières premières qui sont vendues par le Rwanda, c'est au Congo que vous pouvez trouver. Donc, c'est vrai, il y a la guerre économique, il y a l'attaque psychologique que les gens sont en train d'envoyer. Sur M23 a annoncé même qu'ils vont prendre le pouvoir. Ils sont prêts même à aller jusqu'au niveau de Kinshasa pour chasser Tshisekedi. Donc je me dis, si les gens n'interviennent pas rapidement pour appuyer l'armée congolaise sur place, nous risquons de créer d'autres situations intenables au niveau du Congo et qui va se métastaser dans la sous-région et qui aura des conséquences, des répercussions négatives sur les autres pays environnants. Donc c'est une situation vraiment qui, au-delà de cet appel lancé par le président, comment on appelle, le président d'exercice des pays, du Kenya, comme on appelle, de l'Afrique de l'Est, qui vont se retrouver. Le Conseil de sécurité qui a régulièrement doigté le Rwanda d'appuyer le M23, les pays qui savent que c'est le Rwanda qui appuie le M23 pour attaquer le Congo, il faudrait que tout le monde rentre dans le jeu. C'est vrai, les États-Unis, avec Donald Trump, ils ont promis qu'ils mettront tous les moyens nécessaires pour essayer de coincer les gens qui alimentent cette crise. Mais on se dit, est-ce
cela suffit déjà pour freiner le M23. Ils sont en train d'avancer petit à petit, en train de prendre beaucoup plus d'espace dans cette partie de l'Est du Congo. Et là, les conséquences humanitaires et autres sont des choses vraiment qu'il faut déplorer. Nous sommes en train de prier que cette guerre n'avance pas trop. Parce que quand vous voyez les jeeps que l'armée régulière a abandonné dans les mains des rebelles du M23, vous voyez les armes lourdes qu'ils ont actuellement, en plus les armes qu'ils avaient déjà, et qu'ils ont encore les moyens financiers à travers l'exploitation des minerais de la zone pour alimenter leur effort de guerre. Et en plus, le pire des cas, c'est qu'il y a eu des trahisons même au sein de l'armée régulière du Congo qui se rallie à ces rebelles, le M23. Donc, on se dit vraiment la situation est intenable pour le moment, mais il faudrait que tout le monde apporte sa contribution pour que cette guerre s'arrête dans cette zone. Alors, je reviens sur une chose, Adam Adronou, le président Kenya a annoncé effectivement cette réunion d'urgence de la communauté de l'Afrique de l'Est pour justement discuter de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle solution pourra-t-on trouver quand on sait que cette communauté EAC avait déjà mobilisé des troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo pour faire face aux rebelles, mais après le président congolais Félix Tshisekedi a jugé que ces troupes ne sont pas efficaces. Il leur a demandé de rentrer chez eux. Il a fait appel à la communauté de l'Afrique australe pour envoyer ses troupes. Tout le monde ou bien tous les pays n'ont pas pu en tout cas alimenter cette force-là. Quelques-uns ont envoyé des éléments qui aussi sur le terrain ne produisent pas les résultats escomptés. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion? Est-ce que ce ne sera pas déjà vu? Puisqu'on sait qu'ils s'étaient déjà réunis au moment où la crise n'était pas à ce niveau et qu'ils ont envoyé des gens qui, selon la RDC, n'ont pas pu être à la hauteur. Est-ce que c'est aujourd'hui que les M23 et les groupes rebelles ont monté en puissance qu'ils pourront riposter? Donc, vous savez, je pense qu'il y a une inefficacité diplomatique qui se joue du côté de la RDC, liée donc à cette crise-là. C'est vrai, vous l'avez dit, lorsque vous relevez, par exemple, les approches, en tout cas, liées à la rhétorique sur cette question-là. Je pense que, nous l'avons dit, c'est vrai que Kinshasa essaie de jouer à la victime, mais au-delà de tout, je pense que la grande question, ce n'est pas dans les discours. Il faudrait quand même qu'on ait des actes assez tangibles. Mais l'un de ces actes-là, moi je pense que les regroupements communautaires sont en tout cas les plus à même de pouvoir donc permettre en réalité à la RDC de pouvoir donc arriver à des solutions assez tangibles pour libérer cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo. En quoi faisant, vous l'avez dit tantôt, c'est justement, ce ne serait pas du déjà vu. Entre-temps, je pense que Félix Tshisekedi n'avait pas mesuré en réalité la force de frappe de ce M23-là et son supplétif qui est le Rwanda. Aujourd'hui, lui-même se rend compte. Et en réalité, à partir du moment où on est arrivé à prendre pas très important du territoire, et je l'ai dit, lorsque vous prenez aujourd'hui les alternatives ou pratiquement ce qui fait aujourd'hui davantage la force du M23, c'est justement le fait qu'aujourd'hui, ils auront par exemple un aéroport. Ça voudrait dire que nous aurons déjà d'autres éléments de repos qui vont rentrer en jeu, notamment le matériel aérien. Et lorsqu'on dit un pays soutient, vous n'allez pas quand même vous étonner qu'on puisse mobiliser le matériel aérien pour intervenir. Ça vous a dit quelque part que lorsque nous... Puisque c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force et à partir du moment où les combats terrestres n'ont pas amené, en tout cas la RDC, à pouvoir prendre le dessus et avait jugé que le regroupement de la communauté sous-régionale a venu porter main forte à la force régulière pour stopper l'avancée de la RDC. Lorsque vous comparez ces deux éléments, vous aurez dû constater qu'en présence de ces forces sous-régionales, vous allez constater que le M23 ne faisait pas d'enjambées comme nous avons constaté ces derniers temps. Ça, je pense que tout le monde peut le mesurer. Mais à l'époque, on les jugeait inefficaces. Non, justement, parce que c'est pourquoi il dit c'était par exemple une démarche inefficace diplomatique concernant donc la RDC. Aujourd'hui, il est obligé
de pouvoir donc accepter. Mais par-dessus tout, je pense que cette crise-là doit amener nos communautés, parce que j'écoutais, lorsque vous prenez aujourd'hui, l'une des reproches faites à la CEDEAO, c'est justement de ne pas, je fais une petite comparaison avec les deux, c'est justement de ne pas avoir une force en attente qui puisse véritablement le permettre de pouvoir être efficace et d'avoir des réactions spontanées sur des crises que nous avons connues dans la sous-région. De la même façon, je pense que, en le disant, il faudrait que, au lieu que les crises surviennent, et que ces crises-là puissent avoir des racines assez profondes, avant qu'on ne regroupe. Il y a la question financière qui se pose, il y a la question de qui doit entretenir dans ces troupes-là. Donc tout ceci, lorsque vous prenez du temps pour pouvoir mettre en place toutes ces structures-là, mais la force de mal, lui, il avance tranquillement, parce que c'est véritablement, je parlais de force le rapport de force, c'est que la RDC ne peut pas mobiliser des troupes qui puissent donc leur tenir tête. Aujourd'hui, il faudrait quand même que nos communautés sous-régionales puissent quand même, je pense que l'AS commande déjà pas donné, en tout cas, donner véritablement une efficacité à mettre en place cette force-là. Et donc, je pense que ils l'ont dit, lorsque vous attaquez un pays de l'AS, ça vous dit vous attaquez tout. Donc, ils ont une force d'entente pour réagir spontanément. Et si tel est que la communauté sous-régionale avait une force en attente, le M23 ne devait pas arriver jusqu'à ce point. Donc aujourd'hui, on est obligé de pouvoir donc faire un retour en arrière en mobilisant toujours cette force-là, parce que vous venez en appui. Mais si un pays dit qu'il n'en a pas besoin, mais qu'est-ce que vous pouvez? Vous repliez? Vous repliez calmement. Donc aujourd'hui, Tshisekedi est obligé de ravaler encore cette salive. Voilà pourquoi je dis il y a une inefficacité diplomatique qui se joue dans cette crise-là et qui joue en défaveur de la RDC. Il faudrait quand même que la RDC puisse repenser sa diplomatie pour une efficacité d'action. Sinon, ce qui se trame inquiète pratiquement le monde entier, lui-même risque. Quand vous vivez à Baïli, à Bassa, on le disait, au-delà des Nations Unies, c'est la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunit d'urgence ces jours-ci pour plancher à nouveau sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un premier tour, vous avez décrit un peu cette situation qui est intenable pour l'armée congolaise. On sait que avant que le M23 ne fasse cette percée, je rappelle que ce n'est pas seulement le M23, mais c'est plusieurs groupes rebelles qui se sont alliés pour faire cette percée. Avant qu'ils ne le fasse, il y avait quelques mois plus tôt la communauté de l'Afrique de l'Est qui a envoyé ces éléments. Pendant plusieurs mois, la République démocratique du Congo l'a jugé, ou bien a jugé cette communauté inefficace sur le terrain. Elle a demandé que cette communauté plie bagage, du moins que ces militaires plient bagage, ce qui a été fait. Après, elle a fait appel à la communauté de l'Afrique australe, et qui a envoyé également ces militaires, qui aussi ont engrangé quelques résultats, mais pas très significatifs au regard de l'avancée qu'on remarque pour le M23. Aujourd'hui, cette communauté se réunit d'urgence. Qu'est-ce qu'elle pourra apporter et qu'elle n'a déjà pas apporté, puisqu'on sait qu'elle a déjà mobilisé les gens, qu'on a jugé inefficace. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose de mieux que ce qu'elle a déjà fait? Ça m'étonnerait que ce président trouve une solution tout de suite par rapport à la question du M23, puisque la médiation sous l'égide de l'Angola, d'abord qui est membre de cette zone, n'a pas marché. Aujourd'hui, le président kenyan est en train de réunir les chefs d'État. À cette table, vous verrez le président Tshisekedi qui va participer, mais aussi son homologue du Rwanda, Kagame, qui sera aussi là. Si les deux qui sont des rivaux se retrouvent autour de cette table, en allant avec des idées, des arrière-pensées, je ne pense pas qu'il y en aura vraiment une solution. Puis on dit que pour que M23 puisse avancer vers Goma, il y a eu l'appui de l'armée régulière du Rwanda. Le Rwanda sera à table au même titre que le président Félix Tshisekedi. C'est pour discuter de quoi au moment où on avait déjà imposé à M. Tshisekedi de discuter avec le M23. Il avait refusé, qu'il ne va pas discuter avec les rebelles, qui veulent les combattre par les armes. Et ce n'est pas les armes que le M23 a plutôt pris la force beaucoup plus, puisqu'ils ont des forces beaucoup plus puissantes que, comme on appelle, l'armée même abandonne l'intérêt en faveur du M23. Qu'est-ce que le président Tshisekedi peut faire aujourd'hui si vraiment on ne vient pas en appui au président Tshisekedi qui voit ses fils qui sont tués devant lui presque chaque jour? Donc,
Donc pour vous, cette réunion ne sera pas vraiment productive? Ça ne sera pas productive. C'est une réunion de plus qui va vouer à l'échec. Il faut tout de suite renforcer l'armée régulière du Congo pour combattre le M23 au lieu d'aller faire encore des réunions avec... Vous savez que c'est votre ennemi, il vient à table avec vous pour décider de quelle stratégie. Quand vous dites qu'il faut renforcer l'armée congolaise, qui va renforcer et avec quoi? Au-delà de ce que le président Félix Tshisekedi doit faire avec sa population, notamment, aujourd'hui, vous voyez par exemple au niveau du Mali, du Burkina et autres, des populations civiles qui viennent par exemple des sortes de VDP comme oui, des sortes de VDP par exemple qui peuvent venir appuyer. Est-ce que c'est pas tard? Est-ce que c'est pas tard? Non, ce n'est toujours pas tard dans ce genre de situation. Par exemple, vous voyez la façon dont les rebelles ont agi aujourd'hui. Ils ont libéré, ils ont pris une prison, ils ont libéré tous les détenus et ils ont brûlé la prison. C'est vrai qu'il y a eu quelques morts, quelques résistants des gardes comme pénitentiaires ça a créé quelques morts, mais plus de 3000 détenus ont été libérés à, comment on appelle, Mozenze, la prison de Mozenze. Ils sont rentrés dans la nature comme ça. Plusieurs vont rejoindre le M23. Ils vont prendre les armes. Ils seront payés. Ils vont continuer par attaquer le Congo. Donc, c'est une situation vraiment difficile. Il faut vraiment mobiliser la population pour appuyer l'armée régulière. C'est vrai, il y a toujours ce phénomène de corruption au sein de l'armée du Congo qu'il faut dénoncer, ce qui donne un terrain favorable au M23. Mais si les pays veulent aider vraiment le Congo à éradiquer les forces de mal, c'est de les appuyer sur le plan militaire. C'est de les appuyer sur le plan militaire. Quand vous dites les appuyer, c'est ce que je veux savoir, en hommes ou en matériel? En hommes, en matériel et aussi de moyens financiers. Est-ce que ça ne risque pas de créer un autre problème à la longue? Non. Puisque c'est ce qu'ils avaient fait, on a dit qu'ils n'étaient pas efficaces. Oui, sauf que ceux qui étaient là pour aider, certains ont commencé par faire des affaires. Et qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, ils ne vont plus faire des affaires? Surtout que cette fois, l'État est très fragile en République démocratique. Très fragile, c'est vrai. Il faut le mettre sous le coupole d'une force, par exemple, onusienne, par exemple, renforcer l'équipe de l'ONU dans cette situation. Équipe à laquelle aussi la RDC a demandé de partir. Le départ. La RDC a demandé le départ de la MONUSCO. Ils ont finalement changé un rapatriement d'une partie avant qu'ils ne changent d'avis. Exactement. Ils ont changé d'avis aujourd'hui, donc je pense qu'ils sont là. Et c'est le moindre mal. Il faut appuyer il faut renforcer l'équipe de l'ONU sur place pour essayer de parer quand même l'avancée de M23 qui avance sur un terrain vraiment très vide. C'est comme s'il n'y a plus des hommes. Adam, rapidement. Oui, en réalité, ce que je voulais ajouter, vous savez, gagner une guerre ne dépend pas forcément des armes. Il faut également travailler le mental. Mais aujourd'hui, on constate que Félix Tshisekedi risque de perdre, en tout cas l'Est du Congo. Oui, ça dit que nous pas un peu de la population. Parce que quelque part, aujourd'hui, à bout de souffle, la population chaque jour, qui sont meurtris, qui sont tués de toutes les façons, vous allez constater que c'est eux-mêmes qui vont se rebeller contre maintenant Tshisekedi. Et ça a arrivé. Je pense que lorsque nous remontons l'histoire, nous avons des cas qui prouvent véritablement que lorsque la population est à bout de souffle, il s'en prend directement au dirigeant qui négocie d'une manière inefficace. En tout cas, cette crise-là, de mon point de vue, il y a une grande partie de Tshisekedi doit revoir son arsenal diplomatique pour arriver véritablement donc à mettre fin à cette crise. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.